Elle se tourna vers lui, affolée. Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. Il se dressa, éperdu. Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient: Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro? Non, et toi? Tu ne l'as pas regardé? Non. Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara: Il faut aviser à remplacer ce bijou. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. Ce n'est pas moi, madame, qui a vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. Alors, ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du Palais-Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours, et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs. Si le premier était retrouvé avant la fin de février, Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste.
Il emprunta, demandant 1000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur, et, épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle, en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé: « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde,